Alors, on m'a demandé d'animer un atelier sur les rapports entre les communs culturels, le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Donc Irène en a parlé dans sa présentation. C'est un angle qui a été assez fondateur dans la manière dont on a construit la notion de droit culturel. Moi, il y a une personne que j'aime bien citer qui s'appelle James Boyle, qui est un juriste américain, qui disait dans l'histoire, en fait, il y a eu deux grands mouvements d'enclosure. Il y en a un au moment du tournant de la révolution industrielle qui a frappé la terre et qui a supprimé les droits d'usage communs ancestraux sur les terres, quoi. Et il y en a un second qui a frappé la connaissance ensuite, à partir du moment où la propriété intellectuelle est arrivée et surtout a commencé à s'étendre de manière toujours plus longue, toujours plus profonde. Et ça nous aurait en fait provoqué une enclosure de la connaissance et par ricochet aussi de la culture. Donc ça, c'est la manière classique de présenter les liens entre commun culturel et propriété intellectuelle. Donc moi, je voudrais faire un atelier sur la question de comment est-ce qu'on concilie les deux, parce que je pense que on ne peut pas se contenter d'être dans cette approche défensive, si vous voulez, et négative. Il faut voir comment on concilie les deux. Il y a une conciliation classique qui est celle des licences libres, dont aussi Irène a parlé. Hein. C'est né dans le monde du logiciel libre, de l'open source. Ça s'étend aujourd'hui à tous les objets culturels. Hein. On peut mettre des licences libres sur à peu près tous les objets culturels. Et moi, ce que j'aimerais un peu dans cet atelier, c'est essayer d'aller plus loin et de voir s'il n'y a pas une autre façon de repenser ce lien entre droits d'auteur notamment et commun culturel. Et alors même si c'est les droits culturels, c'est l'atelier d'Irène, moi je vais aussi en parler dans mon atelier parce que je pense qu'on ne peut plus en fait dissocier la question du droit d'auteur et la question des droits culturels. Et c'est une manière de rebattre les cartes et de repenser un petit peu les choses. Donc voilà, si ça vous intéresse, on va parler de ça. C'est vraiment parti dans tous les sens, je pense. On a eu droit à une très bonne introduction de Lionel sur les différences entre la propriété privée, les droits d'auteur, la question du domaine public. Et on est venu en fait finalement à essayer de parler d'un cas concret. Donc moi-même, je venais avec un projet de Fab Lab sonore à Bruxelles. Et se posait en fait la question de la propriété intellectuelle de production collective. Donc en fait, on est une communauté de personnes avec des profils divers, ayant des compétences en électronique, en électricité, en mécanique. Et l'idée, c'est de construire des objets qui sont des sound systems. Okay, et donc, je demandais, mais comment gère-t-on ces objets qu'on construit, qui ont été faits de manière collective? Donc à qui appartiennent-ils? Donc comment ça se passe au niveau de la propriété intellectuelle et quel est le droit d'usage de ces objets physiques donc qui peut en être fait. Donc se poser la question, est-ce que les personnes qui ont contribué à la création de ce projet, cet objet, ont plus de droits que d'autres de l'utiliser, donc pour en faire un usage commercial ou un usage personnel? Est-ce que les personnes qui n'ont pas participé à la production de cet objet ont des droits d'usage également? Et donc Lionel nous répondait, en fait, il faut distinguer donc dans l'objet deux dimensions, la dimension physique et la dimension immatérielle. Et donc la dimension immatérielle, c'était la question du plan de l'objet. Et donc le droit d'auteur qu'on peut mettre là-dessus et le type de licence qu'on peut apposer sur cette création. On parlait donc des licences Creative Commons qui permettaient d'ouvrir ou pas l'usage, suivant donc avec un usage commercial, pas d'usage commercial. Je suppose que vous connaissez un peu les licences. Et alors on parlait également donc moi je posais la question, ok, on met une licence, mais quid de l'usage qui peut être fait de cet objet? Et la question du travail en fait est revenue assez importante là-dedans. Donc ce que je disais, c'est ok, on a fait donc ce sound system qui permet donc de jouer de la musique. Ça a pris énormément de temps, ça a pris, disons, des journées entières à différentes personnes. Comment va-t-on pouvoir reconnaître et valoriser le travail des personnes qui ont fait cet objet? Je ne sais pas si tu peux un peu m'aider.
Oui, non, la question c'était lié à la question de la rétribution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des gens qui participent à plusieurs communs, à 4 ou 5 ou 6 communs différents, parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est au bout d'un système qu'on a appelé encore il n'y a pas très longtemps le salariat, pour pas que ça devienne un précariat pour tout le monde. C'est comment est-ce qu'on fait pour participer à un commun aujourd'hui et se rétribuer par rapport à ce commun, se créer des droits sociaux, une assurance vieillesse, un droit au chômage, voilà. Donc on a effectivement dans le groupe c'est posé la question de quel travailleur demain, quel travail, et donc cette question-là sont plus que d'actualité parce qu'on voit aujourd'hui il faut trouver un modèle économique, un modèle social autour des communs. Et que pour l'instant, on a un peu de la peine à le trouver dans les modèles qui nous sont proposés, sans parler d'un État qui est un peu qui n'est pas véritablement facilitateur aujourd'hui, qui est même plutôt spectateur et plutôt défiant par rapport à la question des communs. Donc la question des nouveaux types de partenariats à mettre en place avec l'État ou avec des partenaires privés usuels se pose aussi de manière assez prégnante. Puis peut-être plus globalement, avec Lionel, on a discuté de la question des licences, mais plus globalement de ceux qui pourraient être garants d'un certain fonctionnement des communs. Et là, en particulier, on a parlé des fondations. Pour ne pas les citer, on a parlé de la fondation Mozilla et de la fondation Wikimedia et d'autres, qui sont quelque part les garants de ces nouveaux communs, pour éviter qu'on ait des effets d'enclosure ou d'appropriation par le marché de ces nouveaux communs. On a donné différents exemples, par exemple avec Linux, qui finalement est un peu comme Lionel nous disait, un commun du capital, tu nommais ça, qui est assez juste. On a vu que dernièrement, la semaine dernière, a été rachetée par Microsoft une plateforme de collaboration en ligne qui s'appelle GitHub. Donc vous avez peut-être entendu parler, ils ont racheté ça pour 7,5 milliards de dollars. Donc voilà. Et donc on se pose la question sur comment est-ce qu'on peut préserver justement ces plateformes de collaboration et que c'est pas le rôle justement des fondations de les porter pour éviter ce genre de petits accidents de parcours. Voilà, en gros. Tu veux rajouter quelque chose? Copyleft, copyright? Non, je pense.